Donc, je vais vous parler d'électrons, spintronique et des applications diverses et variées, ordinateurs et téléphones. Sur cet exemple-là, du développement de cette spintronique, je vais essayer de vous montrer, mais je pense que comme vous êtes essentiellement des chercheurs, vous êtes déjà conscients de ça, comment est la démarche scientifique, comment se développe une nouvelle science, à l'aide évidemment de progrès de la connaissance, de progrès de physique fondamentale dans ce cas-là, à l'aide aussi de nouveaux outils. Hein. Au fond, les deux contribuent, les progrès de la physique quantique dans ce cas-là et aussi de nouveaux outils qui pour nous sont les nanotechnologies, pour vous c'est d'autres instruments. Et puis comment ça se met en marche et comment finalement ça aboutit après un certain temps, dans notre cas, à des innovations technologiques. Hein, que vous savez que la magnétosphère géante est utilisée aujourd'hui dans les disques durs. Elle a permis d'augmenter la capacité de façon considérable des disques durs. Et il y a d'autres applications. Voilà, je vais donc vous parler sur cet exemple-là de la naissance d'une science. Donc cette science, en fait, comme elle a été dit, ça a démarré surtout, il y a eu des choses avant sur la physique du spin, le rôle de l'orientation du spin dans la conduction électrique dans les matériaux magnétiques. Puis il y a eu la découverte de la magnétosphère géante. On va voir comment ça a marché, et ensuite la machine était lancée, s'est développée la spintronique, d'autres effets ont été révélés, d'autres applications ont été mises en marche. Et aujourd'hui, alors la spintronique, comme la magnétosphère géante, on peut dire que c'est une électronique qui exploite non seulement la charge de l'électron, mais aussi le spin, le petit moment magnétique, le petit aimant porté par les électrons. Et aujourd'hui, la spintronique se développe dans des actions multiples. C'est assez fascinant, moi ça me fascine un peu. Et il y aura certainement beaucoup d'autres applications dans les technologies du siècle qui démarrent aujourd'hui. Spintronique, le mot spin, eh bien, comme je l'ai dit, c'est un caractère quantique de l'électron, mais pour nous, on pourra simplement dire que c'est le petit aimant porté par l'électron, représenté par cette flèche qui se dandine sur l'écran, hein, une flèche qui va du pôle sud au pôle nord de l'aimant. Et en fait, le spin est à l'origine du magnétisme des matériaux. Par contre, l'électronique que nous connaissons exploite la charge des électrons, fait circuler des courants qui sont des courants liés au déplacement de charges électriques. Et jusqu'il y a 20 ans, disons, les deux étaient exploités de façon complètement indépendante. Au fond, le spin était utilisé puisqu'on utilisait des aimants, on utilise l'enregistrement magnétique déjà, ou bien des aimants dans diverses applications, dans les moteurs électriques, etc. Et puis, toutes ces applications se moquaient de la charge de l'électron, et d'autre part, l'électronique exploitait la charge de l'électron, faisait déplacer les électrons en agissant avec un champ électrique sur la charge pour créer des courants électriques. Et donc la spintronique, c'est exploiter à la fois les deux, c'est-à-dire ne pas traiter indépendamment la charge et le spin. Alors, je vais commencer par une introduction très très simple pour ceux qui ne sont pas physiciens dans la salle. Hein, je ne sais pas s'il y en a beaucoup aujourd'hui. Hein. Mais donc, voici l'électron, son spin et sa charge. Qu'est-ce qu'un matériau magnétique? Eh bien, c'est un matériau, par exemple un morceau de fer, dans lequel le nombre des aimants, des spins orientés vers le pôle nord et vers le pôle sud est différent. Donc il y a plus d'aimants dirigés vers le pôle nord, et c'est ce qu'on appelle le ferromagnétisme spontané d'un métal comme le fer ou le cobalt. Hein. Il y a des différentes populations des deux directions de spin.
En fait, bon, ce n'est pas un aimant tout à fait classique, le spin. Hein, c'est une petite particule et son orientation est quantifiée. Hein, et il y a un certain nombre qui on considère un axe. Pour le spin, on pourra avoir soit spin-up, soit spin-down. Dans le métaux-magnétique, on considérera deux familles d'électrons, spin-up et spin-down, quantifiées de cette façon-là. Alors ça, c'est le magnétisme qui exploite depuis longtemps le spin des électrons. Il y a des mémoires magnétiques, il y a des aimants permanents, il y a des boussoles. L'électronique exploite uniquement la charge de l'électron, c'est-à-dire qu'un champ électrique met en mouvement les électrons pour créer des courants électriques. Donc la spintronique va exploiter à la fois la charge et le spin. Il va y avoir à la fois des courants de charge, mais si les courants de charge ces courants sont constitués d'électrons avec une orientation privilégiée, ça sera un courant polarisé de spin, et même parfois, on verra, il pourra y avoir des courants où les électrons de spin-up et spin-down vont en sens opposé, c'est-à-dire aucun déplacement de charge, mais simplement un déplacement de spin, un courant pur de spin, et donc, ça va permettre de mélanger les deux fonctions, d'utiliser, exploiter à la fois les deux. Par exemple, on verra que dans la génération qui se prépare de RAM, Random Access Memory, de nos ordinateurs, eh bien, l'écriture d'aimantation dans ces mémoires magnétiques va se faire uniquement par une espèce de transfusion de spin, de courant de spin, amené par un courant électrique polarisé en spin. Hein. C'est-à-dire on n'aimante pas comme d'habitude en créant un champ magnétique et en appliquant le champ magnétique pour orienter l'aimant. Là, on amène par un courant électrique un certain nombre de spins pour aimanter dans la direction voulue. Et de même, la lecture, ça se fera en captant certains électrons dans la mémoire magnétique et en analysant leur orientation de spin. Si vous voulez, c'est un peu l'esprit de la spintronique. Alors comment la base physique, c'est le fait que dans un matériau magnétique, un morceau de fer, eh bien, les propriétés de conduction électrique des électrons dépendent de l'orientation du spin de l'électron sur l'axe nord-sud. Au fond, on va voir qu'il y a des conductions électriques, des propriétés de conduction très différentes pour ces deux orientations. Et le principe général, en gros, c'est de placer sur le trajet des électrons des matériaux magnétiques qui ont cette espèce de filtrage des spins. Voilà, donc ça c'est pour résumer un peu le développement de la spintronique. Donc les propriétés fondamentales qui datent d'il y a longtemps, hein, qui datent des années 60-70, c'est l'influence du spin sur la conductivité électrique. Pour exploiter vraiment, pour aboutir à la découverte de la magnétrosphère, il a fallu combiner ceci avec la fabrication de nanostructures. C'est là où les nanotechnologies ont commencé à intervenir, dont la combinaison de ces propriétés de physique fondamentale et de nanotechnologie, de fabrication de nanostructures, a permis d'aboutir à la magnétoresistance géante, Giant Magnetoresistance, GMR, et à d'autres propriétés, la Tunneling Magnetoresistance, etc., qui ont déjà des applications, MRAM, peut-être de lecture disque dur, applications biomédicales. Et aujourd'hui, la spintronique se développe dans des directions très diverses. Par exemple, les effets de transfert de spin, j'en parlerai un peu, c'est typiquement les expériences de transfert de spin, c'est des expériences dans lesquelles on manipule un aimant, la direction du pôle nord de l'aimant, sans appliquer aucun champ magnétique, mais, comme je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, par une espèce de transfusion d'électrons polarisés en spin. Et ça peut servir, par exemple, comme je l'ai dit déjà, à écrire une mémoire, à renverser l'état d'une mémoire magnétique. Ça peut servir aussi dans d'autres applications à faire osciller l'aimant, la direction du pôle nord, comme ceci, et finalement à générer des oscillations dans la gamme des ondes radio.
Et ça aura beaucoup d'applications dans télécommunications, oscillateurs à transfert de spin. Et puis il y a d'autres domaines très actifs, la spintronique avec semi-conducteurs, évidemment avec le désir d'intégrer plus intimement électronique et spintronique, c'est-à-dire par exemple de trouver des semi-conducteurs qui soient eux-mêmes magnétiques et qui puissent avoir les deux fonctions, et aussi parfois combiner des semi-conducteurs avec des matériaux magnétiques classiques. La spintronique moléculaire, on verra par exemple tout le potentiel de la spintronique avec le graphène, le matériau, la monocouche de carbone. Le prix Nobel de l'an dernier a récompensé des travaux sur le graphène. D'ailleurs, qui est au courant du prix Nobel de cette année? Ça doit être à peu près... C'est à midi moins le quart. Hein. Bon. Bon. Et la composition de l'équipe de France de rugby pour le match. Et d'autre part, il y a aussi la spintronique à un électron. C'est une des voies pour le calcul quantique. Donc, je vais parler d'un certain nombre de ces développements, pas de tous. Hein. Je commence évidemment par la physique de base, ce qui a précédé la magnétorescence géante. Donc, la physique de base, c'est le fait, pour faire un peu de physique, le fait qu'est-ce qui caractérise un matériau magnétique comme le fer? Vous savez que dans un matériau quelconque, dans un métal par exemple, il y a les énergies des électrons sont dans des bandes permises, ce qu'on appelle les bandes. Hein, dans un métaux magnétique, on a un décalage spontané entre les bandes de spin dit majoritaire et de spin dit minoritaire. Et donc, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez quand même un peu de physique des solides, donc ces bandes sont remplies jusqu'à une certaine énergie qu'on appelle le niveau de Fermi, et donc vous voyez que dans ces conditions, on aura plus de population de spin up que de spin down, et c'est l'origine du ferromagnétisme spontané de métaux comme le fer. Par ailleurs, si on considère la conduction électrique, le courant est transporté par les électrons qui sont au niveau de Fermi, et on voit que ces électrons ne sont pas dans les mêmes fonctions d'onde, ne sont pas dans les mêmes états à cause de ce dégagage d'énergie. Et de façon très généralement, on peut dire que dans un matériau ferromagnétique, on aura une conduction en parallèle par deux canaux, en première approximation indépendant, spin majoritaire up, spin minoritaire down. Et le contraste entre les deux canaux peut être très, très élevé, surtout si on place sur le trajet des électrons des impuretés. Vous savez que les impuretés freinent le courant, des impuretés qui vont freiner de façon très différente les électrons de spin up et de spin down. Alors, ceci, par exemple, est un résultat qui montre la résistivité induite par 1% de diverses impuretés dans le nickel pour les deux directions de spin, un spin minoritaire down, spin majoritaire up. Vous voyez que si vous mettez des impuretés de cobalt pour le nickel, eh bien, la résistivité dans le canal de spin down est 20 fois plus élevée que la résistivité dans le canal de spin up. On a ce canal pratiquement bloqué et une espèce de court-circuit par ce canal, une résistivité qui reste faible. Au contraire, si je place des impuretés de chrome, on est dans la situation opposée. On a une résistivité faible parce que ce canal reste libre, hein, mais celui-ci est bloqué. Alors, ces résultats ne sont pas très nouveaux. Ils étaient dans ma thèse en 1970, hein, et on comprenait ces résultats. Ça peut se comprendre si on calcule et si les fonctions d'onde des électrons, au fond, pourquoi telle impureté diffuse cette direction de spin et telle autre, ça dépend de la position des niveaux électroniques de l'impureté par rapport au niveau de Fermi. Et donc, selon le type d'impureté, on peut avoir une forte diffusion résonante pour une direction de spin ou pour l'autre. C'est la physique des solides, c'est le calcul à partir des équations de Schrödinger des fonctions d'onde des électrons dans les solides. Et en plus, à cette époque, on avait déjà des expériences qui préfiguraient, qui étaient plus ou moins basées sur le concept de la magnétorescence géante. C'est des expériences sur des alliages ternaires. Supposons par exemple que l'on mette dans le même nickel
à la fois des impuretés de cobalt et de chrome. Eh bien, ces impuretés, l'une de ces impuretés vont bloquer les deux canaux et la résistivité, comme on l'a constaté à l'époque, augmentait fortement, beaucoup plus que, elle devenait beaucoup plus forte que s'il y avait un seul type d'impureté parce qu'on avait bloqué les deux canaux. Au contraire, si j'ajoutais du cobalt et du fer, eh bien, on ajoute évidemment beaucoup de blocage dans un seul canal, mais ce canal reste libre et la résistivité reste faible. Ça, c'est plus ou moins le concept de la magnétrouissance géante. Quel est le concept de la magnétrouissance géante? C'est remplacer les deux types d'impuretés par deux couches magnétiques. La situation avec, si la conduction dépend du spin dans ces couches, la situation avec des aimantations au sens opposé fait que l'une va bloquer les électrons dans ce canal et l'autre dans ce canal-là, et on aura une résistivité élevée, comme dans le cas d'impuretés de cobalt et de chrome. Mais par contre, il suffit d'appliquer un champ magnétique pour aligner les aimantations, et à ce moment-là, les deux couches freinent les électrons dans ce canal reste libre et la résistivité est beaucoup plus faible. Donc, au fond, il y a similarité entre les deux types d'expériences. Cette expérience, par contre, ce concept ne pouvait pas être concrétisé en 1970, à l'époque de ces expériences. Pourquoi? Parce que si on connaît les équations du transport électronique, eh bien, on peut se convaincre facilement que ça marche si la distance entre les deux couches ici est inférieure à ce qu'on appelle le libre parcours moyen des électrons, qui est dans un film métallique de l'ordre de quelques nanomètres. Donc, à cette époque, 1970, il était impossible, on n'avait pas l'outil pour fabriquer des couches aussi minces. Donc, c'est un concept qui, simplement, moi j'ai mis au frigidaire pendant un certain temps. Et puis, avec le développement de la microélectronique au début des années 80, qui a amené à la réalisation de grosses machines, c'est une machine d'épitaxie par jet moléculaire qui permet de déposer des couches de semi-conducteurs extrêmement fines. Il est devenu envisageable de déposer aussi des couches de métaux extrêmement fines, de l'ordre de quelques couches atomiques, de quelques nanomètres, et de tester les concepts dont j'ai déjà parlé. Donc, on a pu à ce moment-là fabriquer ce type de nanostructure. Ici, vous voyez, c'est trois couches atomiques. Les boules, ce sont des atomes de fer. 3 couches atomiques de chrome, 3 couches atomiques de fer. Pourquoi fer et chrome? Parce que mon co-lauréat du prix Nobel, Grönberg, avait montré que en 86, je crois, que quand les épaisseurs de chrome étaient petites, par exemple typiquement 3 couches atomiques, eh bien, les aimantations des deux couches adjacentes de fer interagissaient et se mettaient dans une orientation dite antiparallèle, opposée, comme ceci. Donc, c'était tentant c'était apparemment le système idéal pour appliquer un champ magnétique, passer d'une configuration antiparallèle à parallèle et tester le concept dont j'ai déjà parlé. Et ça marchait, ça a été la découverte de la magnétrouissance géante. Ça, c'est les expériences de Jülich, de Grönberg, et les expériences que nous avons réalisées à Orsay sur des multicouches fer-chrome, vous voyez, d'épaisseur très fine, 0,9 nanomètres pour l'effet maximum, c'est 3 couches atomiques. Et l'effet de magnétrouissance géante, c'est quand on applique un champ magnétique pour faire passer la configuration d'antiparallèle à parallèle, eh bien on voit cette forte chute de résistance électrique, 80% dans ce cas-là, et on appelait ça magnétrouissance géante. Alors évidemment, le courant n'est pas exactement parallèle aux couches, mais ça marche quand même pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Et le concept, c'est exactement celui que j'ai déjà expliqué à partir des alliages ternaires. Pour la configuration parallèle, dans un canal, les électrons sont fortement diffusés à chaque couche magnétique, mais dans l'autre canal, ils se déplacent librement. Et on a un court-circuit par ce canal-là, une résistivité faible. Et dans la configuration antiparallèle de champ nul, dans chaque canal, une fois sur deux, les électrons sont fortement freinés. Voilà. Donc, évidemment, la situation réelle est plus compliquée.
un peu plus compliqué. Il faut tenir compte de la réflexion des électrons sur les interfaces, de la rugudité des interfaces, mais c'est un calcul à la fois de fonction d'onde des électrons, de propriétés de transport. Ben, je ne vais pas l'expliquer. Alors, cette magnétosphère géante a abouti assez rapidement à des applications, la plus importante étant l'application à la lecture des disques durs. Alors, un disque dur, c'est ce disque-là. L'information est gravée sur des pistes circulaires. Une piste, c'est un ruban magnétique, c'est une piste magnétique. L'information étant stockée sous la forme de segments dont l'aimantation est dirigée vers la droite ou vers la gauche. Et le problème de lecture, qui est difficile, est de détecter les tout petits champs magnétiques créés par ces bits magnétiques. C'est des bits, bon, actuellement, typiquement, quelques dizaines de nanomètres. Donc l'application actuellement, ce qui a permis de faire progresser ce type de technologie, c'est qu'on détecte ces champs magnétiques en plaçant une multicouche magnétique, comme celle que j'ai montrée. Et quand cette couche, la tête de lecture est à cet endroit-là, le champ magnétique oriente les aimantations, donc ouvre la porte au courant dans ce circuit et permet de détecter les champs magnétiques. Et comme à cause de la sensibilité de la magnétosphère géante, il a été possible de détecter des champs magnétiques beaucoup plus petits, donc de détecter des bits beaucoup plus petits et d'en mettre beaucoup plus sur le disque. Au fond, ça a permis d'augmenter en gros la capacité par un facteur 1000 avec l'introduction de ces têtes de lecture, ce qui explique la très forte capacité des disques durs actuellement, qui sont devenus vraiment le matériau de stockage d'informations le plus dense. Voilà. Et il y a d'autres applications. Bon, en particulier, ça permet de fabriquer des disques très petits, de la taille d'une pièce de monnaie, et d'étendre, là, au fond, économiquement, ça a été important, d'étendre la technologie disque dur à l'électronique nomade, à l'électronique portable, aux appareils photo, aux iPods. Des iPods, il y en a avec disque dur, et aussi certains téléphones actuellement. Et puis, une fois qu'une technologie, toujours, je continue à voir comment ça marche, comment ça se... on est parti de recherche fondamentale, on a vu que finalement, il y a eu un certain nombre d'idées de recherche fondamentale, basées sur la connaissance des fonctions d'onde des électrons dans les solides. La rencontre entre ces idées et des technologies issues de la microélectronique a permis de découvrir la magnétosphère géante, a permis d'avoir ce type d'application. Et puis, une fois qu'une technologie aussi est développée pour un type d'application, elle est utilisée dans d'autres domaines. Par exemple, ça, ce sont des images que m'a donné un collègue de Stanford, Wang, sur un appareil d'analyse de biomolécules. Supposons par exemple que l'on veuille analyser un certain type de protéines, par exemple un antigène. Eh bien, le truc là, le dispositif, c'est premièrement prendre un capteur JMR, mettre ici l'anticorps correspondant à l'antigène que l'on veut analyser. À ce moment-là, cet anticorps capture la biomolécule, par exemple l'antigène correspondant, et d'autre part, dans la petite goutte de sang qu'on veut analyser, on met aussi le même anticorps, mais cette fois décoré avec une particule magnétique qui crée un champ magnétique, et le capteur JMR peut détecter de façon très sensible la présence de cet anticorps, c'est-à-dire la présence de cette protéine-là, de cet antigène. Et donc, comme le dit M. Wang là-dedans, eh bien, ça permet d'avoir, avec ce type de système, d'après ces résultats, de mesurer des concentrations extrêmement faibles de molécules, et donc, par exemple, de permettre une détection du cancer beaucoup plus avancée
que les moyens actuels de détection, parce qu'on peut avoir des sensibilités très fortes. Et puis d'autre part, c'est des systèmes très petits. Le capteur, c'est quelques microns. On peut en mettre énormément côte à côte pour détecter divers types de molécules. Tout ça dans un petit appareil comme ceci, où il y a à la fois une centaine de capteurs différents détectant dans la même opération la concentration de divers types de biomolécules. Et donc c'est des appareils qui vont être bientôt dans le commerce et dans les hôpitaux pour ce type d'analyse rapide et globale de divers types de molécules à la fois. Et donc, sur cet exemple-là, j'ai voulu, mais en fait, comme je vois que c'est surtout un public de scientifiques, je n'ai pas à convaincre les gens sur ce qu'est la démarche de la recherche scientifique, hein. Mais s'il y a aussi du public extérieur, c'était pour, sur cet exemple, montrer comment ça marche, et la physique fondamentale, la rencontre parfois avec des technologies. Pour vous, les technologies sont aussi importantes, tous les instruments que vous utilisez. Et ensuite, pour nous, il y a aussi le passage aux applications qui, par ailleurs, booste la recherche dans ce sens que c'est quand même excitant pour nous chaque fois qu'une recherche fondamentale aboutit à des applications. On va passer, je vais dire quelques mots sur un autre type d'effet de spintronique qui est la tunneling magnetoresistance, la magnétoresistance de jonction tunnel, et les applications comme celle au MRAM, Magnetic Random Access Memory. Donc une jonction tunnel, c'est un peu comme une multicouche, sauf que les deux couches magnétiques ici peuvent s'en séparer par une fine couche isolante, encore très fine, de l'ordre de 1 nanomètre ou moins, en général un peu moins. Et le transport électrique se fait par ce qu'on appelle l'effet tunnel. C'est-à-dire l'effet tunnel, vous savez que les fonctions d'onde d'électrons ne sont pas localisées. Il y a une certaine fonction d'onde. Les électrons ne sont pas localisés à un point précis. Ils sont caractérisés par une fonction d'onde qui s'étend tout autour. Et quand, évidemment, la fonction d'onde ne traverse pas un corps isolant, mais s'étend un peu, bave un peu, à travers l'isolant, puisque la fonction d'onde n'est pas strictement localisée à un point. Donc, si elle s'étend légèrement au-delà du nanomètre, ça veut dire que l'électron a aussi une probabilité de présence de l'autre côté, et c'est ce qu'on appelle. Et donc, il y a une certaine probabilité de passage de courant. Ça s'appelle l'effet tunnel à travers une couche isolante, qui ne marche évidemment que quand la couche est très fine. Sinon, la décroissance exponentielle augmente la résistance de façon considérable. Alors, l'effet de magnétorésistance tunnel, c'est un peu la même chose que la magnétorésistance, la giant magnetoresistance. La résistance et jonction tunnel est différente pour les configurations parallèles et antiparallèles. C'est quelque chose. En fait, il y avait des résultats prémonitoires en 1975, mais difficilement reproductibles. Et c'est surtout depuis 1995 que ce genre d'effet a été étudié dans des jonctions tunnels fabriquées par les technologies dont j'ai parlé. Ça, c'est avec des couches, les premières couches, une couche d'alumine ici, entre deux couches de métal magnétique. Et ce qu'on peut faire actuellement, grâce aux progrès technologiques, c'est couches monocristallines. Vous voyez les arrangements selon un réseau cristallin des atomes dans les deux électrodes et dans la couche isolante. Vous voyez, les points, ce sont des atomes. C'est une photo de microscopie électronique. Et alors, TMR a déjà des applications. C'est les MRAM, mais bon, les MRAM, ça a encore des applications limitées, mais la future génération, qui sera STT-RAM, aura beaucoup plus d'impact certainement. Alors, vous savez que dans votre ordinateur, vous avez la mémoire de masse dans le disque dur, hein, et puis le disque dur, bon, ça a une mémoire considérable, mais le handicap, c'est que le temps d'accès est relativement lent. Il faut 1 milliseconde pour acquérir un bit d'information. Et donc, quand vous allumez votre ordinateur, vous commencez par stocker un certain nombre d'informations, un certain nombre de programmes dans les RAM de votre ordinateur, qui sont des mémoires
à semi-conducteur qui stocke l'information sous la forme d'une charge, d'une capacité à semi-conducteur, et qui sont beaucoup plus chers, mais qui ont la propriété d'avoir un accès très rapide, la nanoseconde, ce qui permet de travailler actuellement aux très grandes vitesses dans nos ordinateurs. Le défaut des RAM à semi-conducteurs, c'est qu'elles sont volatiles, c'est-à-dire qu'il faut de l'énergie, constamment de l'énergie, pour conserver l'information, même si on ne l'utilise pas. Hein. C'est la source principale de dépenses d'énergie de nos ordinateurs. Et d'autre part, ça impose aussi ce va-et-vient entre le disque dur, sauver avant d'éteindre, etc. Et l'idée, c'est de faire des mémoires non volatiles. Hein, et le premier élément mis sur le marché, c'est des mémoires basées sur des jonctions tunnels. C'est donc ce type de jonction tunnel avec 2 états de mémoire pour les configurations parallèles et antiparallèles. Alors la première génération n'a pas un impact considérable vraiment, sauf pour les systèmes de backup des ordinateurs et d'autres applications dont je vais parler, parce qu'au fond l'écriture se faisait de façon compliquée en envoyant des champs magnétiques dans ces fils jaunes ici, de telle sorte qu'on pouvait avoir un champ magnétique assez important pour commuter la mémoire. À l'endroit où ça se croise, ce n'était pas très local, ça ne permettait pas une forte densité. Mais enfin, il y a déjà des applications. Par exemple, un gros marché pour ces mémoires MRAM, c'est tout ce qui est avionique, défense et spatial, quoi, hein. Ça, c'est par exemple l'annonce de l'achat par Airbus des technologies Everspin de MRAM. Pourquoi? Parce que pour tout ce qui est spatial, ces mémoires, contrairement aux mémoires RAM à semi-conducteurs, ne sont pas sensibles au rayonnement cosmique. Hein. Donc elles sont actuellement, c'est un des problèmes de l'aviation d'avoir des doubles circuits en cas de... parce que les dégâts faits par le rayonnement cosmique abîment pas mal l'électronique. Donc il y a déjà pas mal d'applications, vous voyez, comme par exemple un Airbus, pour ce genre de mémoire. Mais en fait, on attend beaucoup plus de la prochaine génération qui va utiliser le transfert de spin pour l'écriture de mémoire et qui, là, d'après ce que je vois se développer dans diverses compagnies, aura beaucoup plus d'impact sur les technologies des ordinateurs. Au fond, ces nouvelles, en utilisant à la fois de nouvelles types de jonctions tunnels, beaucoup plus performantes, monocristallines, comme celle-ci, fer, MgO fer, qui donnent des magnétorésistances très fortes. Vous voyez, ici, c'est un exemple typique d'expérience de magnétorésistance. On bloque l'aimantation d'une couche de façon qu'un petit champ renverse celle-ci, alors qu'il faut un champ beaucoup plus fort pour renverser l'autre. Et quand on balaye le champ, quand l'une se renverse, la configuration antiparallèle, ici, entre les deux champs de renversement, donne une magnétorisation de 250%, c'est-à-dire on augmente de 1 à 3,5. Et maintenant, c'est encore beaucoup mieux. Donc, il y a premièrement de la physique très intéressante, mais je me demande si je vais parler de cette physique là. Au fond, pourquoi il y a de très forts... C'est encore de la physique des solides, de la physique quantique des solides. Je vais peut-être en dire deux mots. Pourquoi, par exemple, ce type de jonction tunnel, cobalt, MgO cobalt, a cette forte magnétorésistance? Parce qu'il faut tenir compte de la symétrie des fonctions d'onde dans un solide. Ici, on peut avoir... Et ceci montre comment un électron, selon son type de symétrie, se propage à travers la couche isolante. Évidemment, l'amplitude de la fonction décroît exponentiellement, hein, comme ceci. Et vous voyez que selon le type de symétrie, cette décroissance peut être extrêmement différente. Et donc, il y a une symétrie qui va être prédominante pour le transport tunnel, c'est la symétrie delta 1. Mais cette symétrie delta 1, on a choisi le cobalt dans ce système parce que la symétrie delta 1, les calculs nous montrent que cette symétrie delta 1 n'existe que dans la bande de spin majoritaire. Hein. Donc, pas de problème pour la configuration parallèle. On a des deux côtés, et d'autre part, le transport aux interfaces se fait en conservant la symétrie, si l'interface est de très très bonne qualité, et en conservant le spin.
Donc pas de problème pour la configuration parallèle. On peut passer de cet état delta 1 de la bande minoritaire à un état delta 1 de la bande majoritaire à la bande delta 1 majoritaire. Le spin est conservé en prenant ce canal-là, et en conservant à la fois la symétrie et le spin. Au contraire, dans la configuration antiparallèle, si cet électron passe comme ceci, il se retrouve dans un état qui est minoritaire dans cette couche, de spin minoritaire, et pour lequel il n'y a pas de symétrie delta 1. Et donc l'électron ne peut pas prendre ce canal, il ne peut prendre que les autres, et la résistivité est beaucoup usée. Ceci pour montrer qu'au fond, les progrès sont venus des progrès technologiques pour la fabrication et aussi d'une meilleure compréhension du transport tunnel et du rôle de la symétrie des fonctions d'onde et puis de la réalisation de jonctions tunnels avec des interfaces quasi parfaites pour permettre ce transfert de symétrie entre les électrodes et l'isolant. Bon, je passe rapidement tout ceci. Et je passe au phénomène de transfert de spin. C'est une belle physique, comme vous allez voir, qui rappelle beaucoup la physique de la pétanque. Et c'est quoi le transfert de spin? C'est comme je l'ai déjà indiqué, c'est qu'on envoie des électrons polarisés, soit pour renverser l'aimantation, soit pour la faire osciller. Le concept qui est introduit par un physicien américain, John Slonczewski, est simple, similaire au principe du carreau dans la pétanque. Supposons qu'avec une première couche magnétique, on fabrique un courant polarisé avec une direction de polarisation orientée obliquement par rapport à l'aimantation de cette couche-là. Alors ces électrons vont traverser la couche, mais à l'intérieur, ils vont subir une interaction, dite interaction d'échange, avec les spins locaux de la couche magnétique, qui vont aligner la direction de la polarisation du courant sur l'axe de l'aimantation. Ce qui veut dire que dans cette histoire, le courant a perdu cette composante transverse de polarisation. Et en fait, l'interaction d'échange est spin conserving. Il conserve le spin total du système. C'est un principe de conservation de moments circulaires, de quantité de mouvements circulaires, ce qui veut dire que cette composante transverse perdue par les électrons qui ont traversé a été donnée au spin total, c'est-à-dire a été donnée à l'aimantation, ce qui correspond à une rotation de l'aimantation, ou bien encore un couple agissant sur l'aimantation. Et c'est l'équivalent pour la pétanque, c'est la même chose. Quand vous faites un carreau, la boule que vous lancez s'arrête et transmet sa quantité de mouvement linéaire, dans ce cas-là, à la boule qui part à la même vitesse. Et là, c'est la même chose, mais pour la quantité de mouvement circulaire, qui est le spin. Donc, ça marche et ça peut servir à deux choses. Alors, évidemment, il faut beaucoup de courant pour renverser beaucoup de spin. Il faut des densités de courant élevées qu'on obtient en concentrant le courant dans des structures fines, vous voyez, avec des diamètres. Encore le progrès des technologies, au fond, maintenant, la spintronique, comme beaucoup de disciplines dans notre domaine, profite de tous ces nouveaux outils. Avant, quand je commençais les premières expériences que je décrites, mes outils, c'était le fer à souder et la loupe. Et puis maintenant, c'est des technologies qui sont la lithographie électronique, et les microscopies de proximité, etc., qui permettent de fabriquer, par exemple, ce type de structure, qu'on appelle un pilier, vous voyez, un espèce de pilier d'un diamètre de 50 nanomètres à peu près, 50-150, avec des couches très fines. Et dans le premier type d'expérience, on peut simplement utiliser le transfert de spin pour cette transfusion de spin, pour, à partir d'électrons envoyés par ce polariseur, renverser l'aimantation de la couche libre, ici, comme ceci. Ça, c'est le premier régime. Donc, utiliser le transfert de spin pour manipuler l'aimantation et écrire une mémoire. Alors, ce qui va remplacer dans la génération qui va sortir dans un an à peu près de MRAM, qui va remplacer l'écriture par champ magnétique créé par des pulses de courant dans ces lignes. La prochaine génération, on aura une écriture par transfert de spin, par courant électrique. Transfert de spin à distance,
par courant électrique, donc un système purement électronique, très local, d'écriture de mémoire, et qui finalement, d'après les résultats que l'on connaît, permet de rapprocher beaucoup plus les éléments et d'avoir les densités adéquates pour, avec en plus l'avantage par rapport au RAM d'aujourd'hui, d'être non volatile avec les avantages en particulier de consommation d'énergie. En particulier, si vous voulez, si on considère les problèmes de consommation d'énergie, il y avait un article dans Le Monde cet été qui confirme ce que je savais déjà. Actuellement en France, si on considère la consommation des ordinateurs et des serveurs, les serveurs dépensent une énergie folle, 7% de l'électricité de consommation d'énergie électrique va aux ordinateurs et serveurs. Et là, d'après ce que je sais des développements actuels des RAM qui vont apparaître, la consommation dans des ordinateurs où il ne sera pas nécessaire de continuer tout le temps de fournir de l'énergie simplement pour conserver la mémoire, va diminuer par un facteur 2, je ne sais pas exactement. Mais donc, uniquement ce truc-là va diminuer, va passer peut-être la consommation d'énergie, d'électricité de 7 à 3 ou 4%, hein, ce qui n'est pas négligeable. Non, on connaît les problèmes de consommation, le problème de l'énergie actuellement dans nos sociétés. Donc ça va certainement avoir un impact assez important de façon générale sur la technologie des ordinateurs. Et déjà, si vous voulez, d'après ce que je connais de certains développements, il y a déjà même des circuits logiques, des processeurs, des microprocesseurs, déjà intégrant ce type de technologie. Si vous voulez, actuellement, dans certains types de processeurs, des processeurs FPGA, je ne sais pas si vous connaissez, on a côte à côte en CMOS, en semi-conducteur silicium, une partie logique et une partie mémoire qui est faite de flash et de SRAM à semi-conducteur. Et actuellement, dans les processeurs qui se développent, eh bien, la partie CMOS, mémoire CMOS, est remplacée par des STT-RAM, directement embedded, je ne sais pas comment on dit en français, intégré au-dessus de la partie logique CMOS, ce qui diminue la taille, c'est une question de prix aussi, ça diminue le prix de la plaquette de silicium, et d'autre part, ça diminue le nombre de transistors, ça augmente la vitesse, donc il y a déjà un certain nombre de développements intéressants, en plus du remplacement des DRAM par les STT-RAM. Il y aura aussi des circuits logiques beaucoup plus intégrant beaucoup plus la spintronique dans l'électronique des ordinateurs, la microélectronique. En fait, ce type, si on veut un peu anticiper, si vous voulez, vous savez que l'électronique actuelle se développe avec constamment une diminution de la taille des composants, une augmentation de la vitesse en parallèle. C'est la loi de Moore. Mais on sait que ceci sera possible encore 10 ans, 15 ans, c'est tout. Hein. Donc si on veut faire une perspective historique, il y a la loi de Moore qui va stopper vers 2016-2020. Et on pense déjà à l'électronique, un souci de l'industrie électronique, comment aller au-delà des limites des semi-conducteurs, c'est le Beyond CMOS, c'est le problème Beyond CMOS Electronics, et il y a un certain nombre de concepts, des concepts de spintronique, des concepts d'électronique moléculaire, mais entre les deux, il va y avoir certainement une génération intermédiaire où simplement on essaie d'introduire des nouvelles technologies pour pousser un peu plus loin encore les limites de l'électronique au silicium. Et ça, c'est typiquement un exemple de ces structures hybrides où, en intégrant des STT-RAM sur de la logique CMOS, en les mélangeant, eh bien, on peut aller un peu plus loin et pousser un peu plus les limites actuelles en termes de vitesse et de taille des processeurs, des microprocesseurs. Voilà. L'autre régime, j'ai commencé à quelle heure? Moi, c'est à 11h, oui, c'est ça, j'ai encore 10 minutes. Donc, l'autre régime intéressant c'est le régime où on peut, dans certaines conditions, le couple de transfert de spin peut être utilisé pour provoquer des oscillations de l'aimantation de la couche libre dans ce type de pilier, ici, ce type de pilier. Et pendant ces précessions, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le polariseur qui a une aimantation fixe, la couche libre dans l'aimantation précesse, comme ceci,
C'est-à-dire que l'angle entre les deux couches de la jonction tunnel ou de la tricouche métallique a une variation périodique. La résistance a une variation périodique. Donc on a une variation périodique de la tension entre le bas et le haut de cette structure. C'est-à-dire un signal oscillant dans la gamme de fréquences des oscillations, c'est dans la gamme du gigahertz. Et voici un exemple de puissance micro-ondes, de puissance radio-fréquence émise par ce type de structure, avec cette fois une émission d'oscillation dans la gamme entre 3 et 4 GHz, vous voyez, et ça dépend du courant, au fond, le courant. Et donc tout ça, ça va avoir pas mal d'applications. Le dispositif appliqué s'appelle STO, Spin Transfer Oscillator, et dont on pense qu'il va avoir pas mal d'applications en télécommunication. Il y a un certain nombre d'avantages que je ne vais pas décrire en totalité, mais par exemple, par rapport aux oscillateurs de nos téléphones portables, par exemple, l'importance, la qualité essentielle, c'est l'accordabilité et l'agilité. C'est-à-dire qu'on peut varier la fréquence sur une gamme beaucoup plus large qu'avec les oscillateurs à quartz actuels, hein, et puis directement dans la gamme du gigahertz, qui est la gamme intéressante pour les télécommunications. Et puis c'est de très petite taille, ce sera utilisé. C'est déjà utilisé dans certains concepts de lecture de disques durs pour aider l'écriture. On envoie avec un tout petit oscillateur des ondes, des micro-ondes pour aider le renversement d'aimantation. Donc, bon, il y a un certain nombre de... actuellement, c'est un challenge d'augmenter la puissance de ces tout petits oscillateurs submicroniques et puis de réduire la largeur de raie. Je dirais que les puissances sont assez fortes avec des jonctions tunnels, mais dans ce type de jonction tunnel classique, je dirais, ça c'est le polariseur, ça c'est la couche libre qui va précesser. Hein. La puissance est presque assez bonne pour un certain nombre d'applications, mais les largeurs de raie sont encore trop fortes. Et donc, l'enjeu, c'était de trouver des excitations de transfert de spin de plus grande pureté spectrale. Et ça, je vais montrer, c'est pour montrer que finalement, bon, les spins sont des bêtes assez dociles et on peut leur faire beaucoup de choses. Hein. Par exemple, les meilleures performances actuelles dans ces transferts de spin, c'est avec ce type de structure, toujours une espèce de pilier, la couche polarisatrice, mais là, une couche magnétique libre dans laquelle on stabilise cette configuration d'aimantation qu'on appelle le vortex, c'est-à-dire circulaire, sauf au centre où l'aimantation est vers le haut ou vers le bas. C'est la polarité. Et à ce moment-là, que fait le transfert de spin à cette structure? Ça, c'est une image caractéristique de ce type de configuration. Que fait le transfert de spin quand on envoie un courant polarisé à ce vortex? Eh bien, ça lui fait faire ceci. C'est une simulation, c'est-à-dire une rotation du centre du vortex, hein, ce qu'on appelle une gyration. Et cette gyration a l'avantage que sa fréquence est bien caractérisée, bien séparée d'autres fréquences d'excitation, dont une meilleure pureté spectrale. Alors finalement, qu'est-ce que ça fait ce genre de truc? Selon que le vortex est d'un côté ou de l'autre, ça veut dire que l'aimantation dans la couche libre est soit majoritairement dans le dot, dans le plot et dirigée dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, ça va encore une variation périodique d'aimantation, et finalement une émission encore de hyperfréquence, mais avec une raie beaucoup plus fine. Hein. Donc ça permet à la fois d'avoir des raies fines, vous voyez 1 MHz pour des fréquences dans la gamme du gigahertz. Ce n'est pas encore optimum, hein, mais je vais vous montrer qu'on peut faire encore mieux. Ça, ce n'est pas encore un système qu'on va retrouver dans nos téléphones portables. Hein. Il faudrait appliquer un champ magnétique pour faire ce truc-là. On ne va pas mettre un électroaimant dans le téléphone portable. Hein. Donc il faut se débrouiller quand même pour créer ce champ vertical sans appliquer de champ magnétique. Et finalement, voici par exemple un des systèmes qui pourrait avoir bientôt des applications. C'est un système où, pour avoir un champ vertical, eh bien, on fait un système hybride comme ceci.
une couche polarisée verticalement va exciter le vortex, et le mouvement du vortex, on le détecte horizontal du vortex, on le détecte dans une jonction tunnel par son mouvement relatif par rapport à une couche d'aimantation horizontale. Avec ce genre de truc, ça permet d'avoir, je ne sais pas si j'ai la courbe, mais non, ça permet d'avoir à la fois des largeurs de ligne de l'ordre de la dizaine de kilohertz avec des puissances acceptables. Donc ça, je crois qu'on s'approche là aussi de dispositifs intéressants pour un certain nombre d'applications en télécommunications. Et en plus, il est possible même dans certaines structures de synchroniser le mouvement de plusieurs vortex, vous voyez, pour augmenter encore la puissance. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de temps, je vais sauter ça. Ça, c'est un nouveau truc pour remplacer le disque dur, un truc purement solid state. Je montre simplement les images sans commentaire. Les images. C'est ça. C'est un truc où on balade dans un espèce de ruban des petits éléments magnétiques par transfert de spin, et pour les lire ou les écrire. Mais c'est un dispositif purement solid state. Il n'y a pas comme dans les disques durs une tête de lecture mécanique. C'est la fragilité du disque dur, c'est la tête mécanique. Spintronic avec semi-conducteur et matériaux carbonés. Résumé, semi-conducteur, oui, c'est intéressant. Hein. Les propriétés des semi-conducteurs et les propriétés de la spintronique. En particulier, les semi-conducteurs sont uniques pour le couplage avec l'optique. Si on veut coupler avec l'optique, il faut passer par les semi-conducteurs. Et la spintronique a la propriété unique, c'est la non-volatilité. Donc, il y a un certain nombre de recherches qui se font dans des systèmes hybrides comme ceci. Très prometteur est ce qui se fait actuellement avec les nanotubes de carbone et surtout le graphène. Hein. Le graphène, c'est certes couche de carbone, monocouche de carbone ici. Et pour vous montrer le potentiel du graphène, c'est parce que le potentiel du graphène, c'est en termes de physique des solides, le carbone a un très faible coupage spin-orbite et ça va donner des temps de relaxation de spin beaucoup plus longs que dans la plupart des matériaux connus actuellement, semi-conducteurs ou métalliques, et donc des propagations de spin avant qu'ils se renversent, ce qui est une limite dans beaucoup de structures. Si on veut par exemple traiter de l'information sur de longues distances, beaucoup mieux qu'avec tous les matériaux connus actuellement. Ceci, c'est des expériences sur des nanotubes de carbone entre deux électrodes magnétiques. Bon, c'est pratiquement une expérience de GMR en version horizontale, hein, deux couches magnétiques avec une couche non magnétique entre les deux. Hein. Mais alors qu'on avait vu il fallait être dans la limite du nanomètre en magnétorisation géante, là, avec les nanotubes, on peut se permettre le micron. Et même beaucoup plus avec le graphène, pour avoir des effets de magnétorescence considérables, simplement pour montrer que par rapport à ces nouveaux matériaux nous amènent beaucoup de promesses en termes de propagation de courants de spin, non plus à l'échelle du nanomètre, mais à l'échelle de la centaine de microns dans le meilleur cas. Hein. Et ça, pour voir ce que ça peut amener, je vais parler qu'est-ce qu'on peut faire avec si on peut propager des courants de spin à grande distance. Ceci, c'est le concept de courant pur de spin dont j'ai dit deux mots au début. Si vous injectez, bon, supposons que ce soit du graphène ici, ou n'importe quoi, non magnétique, un courant de spin, il va y avoir une certaine pression de spin. C'est-à-dire le potentiel chimique va être plus élevé pour une direction de spin et au contraire plus bas pour l'autre. Et ça, on sait ce que ça donne. Ça va envoyer des électrons de spin-up dans cette direction, ça va attirer des électrons de spin dans cette direction, et on obtient ce qu'on appelle un pur courant de spin. Sans courant de charge, hein, il y a autant de charge qui va à gauche et à droite, il n'y a pas d'effet de capacité, c'est plus rapide, et c'est des purs courants de spin. Et ça ouvre beaucoup de perspectives si on peut propager ces courants de spin à grande distance. Au fond, si avant que le spin se renverse, et ça donne naissance à un certain nombre de concepts d'unité logique
uniquement à spin, où on propage, au lieu de propager un courant de charge à travers des portes logiques, comme aujourd'hui, on propage un courant de spin à travers des portes logiques agissant sur le spin, ce qui coûte moins d'énergie, et donc ça donne naissance à des concepts de spin-only processing units. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes qui peuvent s'entrevoir dans la perspective beyond CMOS, au-delà du silicium, en spintronique et en particulier avec des matériaux comme le graphène. Je vais terminer avec ça, j'arrive juste à temps là. Autre direction aussi pour vous montrer que la spintronique actuellement ça se développe dans beaucoup de directions. Là on a vu le graphène, on a vu les effets de transfert de spin, les spintronique avec semi-conducteurs. Électronique neuromorphique, si vous voulez, c'est quelque chose quand même qui commence à titiller pas mal les gens dans le domaine des chercheurs qui travaillent sur les composants électroniques pour ordinateurs. C'est que quand même les ordinateurs, depuis le début, ils ont été construits sur le même principe qui est très différent du principe du fonctionnement du cerveau. La grosse différence, c'est que premièrement, le cerveau, c'est des signaux analogiques qui sont transmis de neurone à neurone. Au lieu, ce n'est pas digital comme les ordinateurs. Le cerveau est beaucoup plus massivement parallèle que nos ordinateurs actuels. Et surtout, la grosse différence, c'est que nos ordinateurs ont des composants fixes. Un transistor reste un transistor toute sa vie. Et alors que le cerveau, la grosse capacité du cerveau, c'est la plasticité des synapses. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les synapses transmettent de l'information, ils se transforment, ils transmettent plus ou moins, ils sont soit plus remetteurs, soit réserveurs. C'est l'origine de toutes les facultés d'apprentissage du cerveau, et c'est lié à la plasticité des synapses, à l'évolution progressive des synapses. Et donc, actuellement, quand même, les gens de l'informatique commencent à se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi inventer un type de l'informatique qui ait cette possibilité d'évolution. Et donc, il y a un certain nombre de travaux et nous aussi, on est sur cette piste. Au fond, c'est Hewlett-Packard aux États-Unis qui, depuis un certain temps, a développé alors, ça, c'est simplement le schéma des synapses entre les neurones. Voici un synapse, c'est-à-dire il y a des transferts d'ions et des réactions chimiques complexes qui font évoluer les propriétés de transmission du système. Et de la même façon, par exemple, Hewlett-Packard développe des synapses memristives, des memristors. C'est très simple, et pour le moment c'est très primitif. C'est une jonction tunnel dans laquelle, au fur et à mesure, en fonction du nombre de bits transmis, chaque fois qu'il y a un pulse de courant, les lacunes de cet oxyde se déplacent et la résistance évolue dans un sens ou dans l'autre. Et donc la résistance dépend du nombre de bits transmis. Primitivement, ce n'est pas aussi subtil que les synapses des cerveaux des êtres vivants, mais c'est dans la direction. Et nous aussi, on a des projets de memristor à spin qu'on est en train de développer. Voilà, donc c'est aussi une des directions assez excitantes dans ce domaine. Ceci, c'est pour vous montrer que je n'ai pas tout dit. C'est une roadmap de la spintronique faite au Japon. Et il y a des photos dont je n'ai pas parlé, Spin Photonics, Quantum Information, par exemple. Mais si vous voulez, actuellement, c'est assez impressionnant. Moi, je suis un peu impressionné de voir que toutes les directions possibles, tous les axes possibles de développement de la spintronique. Ce que je peux dire, moi, je vais résumer la situation en disant que, je ne sais pas quel est mon prochain transparent, en disant que c'est une science jeune. J'ai montré un peu comment ça s'est développé, mais actuellement, elle est en train de pousser pas mal. C'est ce que j'ai résumé. Je ne savais pas si j'avais ce transparent. Dans cette situation, c'est encore un petit bébé, mais qui risque encore de grandir un peu. Et ceci, c'est pour remercier. Donc, je travaille dans une équipe mixte CNRS-Thales, associée à l'Université Paris-Sud,
que vous voyez ici. Là, je n'étais pas ce jour-là, mais là, je suis là dans une petite partie de l'équipe. C'est l'équipe qui travaille sur le transfert de spin. Et donc, voilà, on est une équipe assez jeune, puisque le labo a été créé en 1995, mais très collective. On fait un travail très, très collectif et très solidaire, et c'est un régal de travailler dans cette équipe. Voilà, c'est terminé, puis je vous remercie pour votre attention.